monsieur, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Pour commencer, nous évoquons la posture suicidaire d'Emmanuel Macron sur la question ukrainienne. Alors que Donald Trump a gelé l'aide militaire américaine, le président français a rencontré lundi Volodymyr Zelensky en Pologne pour lui promettre un engagement sans faille de la France au mépris des intérêts de notre pays. Nous reviendrons ensuite sur l'entretien fleuve de François Bayrou. Le Premier ministre s'accroche à son poste en donnant des gages à tous les partis sans vraiment convaincre. Et puis une page culture avec le musée du Louvre touché par de multiples avaries qui suscitent une vocation artistique chez un président de la République en fin de règne. La France va-t-elle s'aligner sur la Pologne aux côtés de l'Ukraine alors que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a gelé la quasi-totalité de l'aide pour la guerre de Volodymyr Zelensky? Emmanuel Macron espère devenir sa béquille au mépris des intérêts français. Le point. Zelensky et Macron copains comme cochons. Lundi, en marge des commémorations organisées à Auschwitz-Birkenau en Pologne, les présidents français et ukrainiens ont évoqué la possibilité que la France paie encore davantage pour financer la guerre en Ukraine. Le président ukrainien, sans mandat depuis mai, a remercié son homologue pour son soutien, notamment dans les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, malgré ou à cause de la corruption endémique qui est sévie. Dans le même temps, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a dû ravaler son fiel face à la validation de l'UE du renouvellement des sanctions contre la Russie, une décision à laquelle il s'était initialement opposé bien seul. Un véritable aveuglement d'une partie des pays européens, la France en tête quant à la question ukrainienne. En effet, malgré les ingérences américaines dans les racines du conflit, le retour aux affaires de Donald Trump le 20 janvier dernier a déjà produit des effets. À peine sur la voie de la Maison-Blanche, le président américain a signé un décret décidant du gel de l'aide militaire au moins pour 90 jours. Lundi, Washington a également publié une liste d'exemptions concernant notamment l'Égypte et Israël, mais l'ONU a constaté, avec les inquiétudes de son président Antonio Guterres, que Kiev ne faisait pas partie de ces exceptions. Du côté de Moscou, Vladimir Poutine œuvre dans le sens d'un Donald Trump qui n'a pas caché son intention d'en finir avec cette guerre. S'il avait été président, si la victoire n'avait pas été volée en 2020, peut-être que la crise ukrainienne n'aurait jamais vu le jour. De quoi espérer une sortie du conflit rapide, sauf à considérer maintenant que les États-Unis vont simplement se retirer du terrain de guerre en l'état et que ces supplétifs européens vont poursuivre la marche des zombies dans le conflit. Et c'est ce dont on peut s'inquiéter lorsque l'on observe la convergence entre le président du Conseil européen polonais, frappé d'un élan anti-russe rabique, le président ukrainien qui plaide pour toute solution qui permettront de retarder sa chute, et le président français qui navigue à vue dans un européisme fantasmé pour s'extraire d'une situation politique littéralement vérolée par ces dernières initiatives. Si l'on ne se surprend pas de ne plus voir apparaître le mythique laïus sur le couple franco-allemand, c'est qu'avant même que l'on ait eu le sentiment d'un mariage, le divorce a bien été consommé sur l'autel de l'énergie. Berlin conservant encore un tissu industriel bien que mal en point et un semblant de patriotisme, met la pédale douce sur l'engagement inébranlable pour l'Ukraine et se place en embuscade pour sauter sur la première occasion d'échapper vers le gaz russe. La France, elle, toujours flanquée d'Emmanuel Macron, devrait s'entêter dans les achats dispendieux de gaz de schiste américain, extraits au mépris de toutes les recommandations écologiques imposées pourtant au sein de l'Union européenne. François Bayrou tente de garder le cap et finalement n'en donne aucun. Le Premier ministre a donné un entretien de 2 heures annonçant des concessions aux uns et aux autres sans satisfaire personne. Renaud de Bourleuf. Un pas à droite, un pas à gauche, en avant, en arrière, François Bayrou cherche sa ligne sur un fil d'équilibriste. Lundi, le Premier ministre a donné un entretien sur la chaîne LCI alors qu'il ne reste que quelques jours avant l'examen du budget 2025. Jeudi, une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs se penchera sur le projet de loi de finances. En cas d'accord, le texte ira à l'Assemblée nationale lundi 3 février. Faire adopter un budget consensuel dans ce Parlement sans majorité et éviter ainsi les foudres de la motion de censure, voilà tout l'enjeu pour François Bayrou. Alors vous dites avec les socialistes, mais moi je regarde l'ensemble de ceux qui pourraient censurer ou soutenir
Et je ne m'intéresse pas qu'à un seul bord, qu'à un seul bloc. Au programme, pas de mesures concrètes, mais une reculade sur les sujets clivants. François Bayrou dit adieu aux 7 heures de travail par an non payées. Il promet également d'annuler la suppression des 4000 postes dans l'éducation nationale, et ce alors que cette mesure a été votée au Sénat. Pour le locataire de Matignon, il s'agit toujours de faire des concessions aux députés socialistes, tout en faisant plaisir à la droite. 3 jours après le meurtre à Paris d'un garçon de 14 ans par des adolescents de 16 et 17 ans, François Bayrou déclare valider la volonté de durcir la justice des mineurs, sans donner plus de précisions. Le député RN Philippe Schreck revient sur cette double attitude du Premier ministre assortie d'une absence de cap. C'est un entretien qui est parsemé de constats, voire même d'incantations, mais aucun acte n'est envisagé. Donc effectivement, on s'aperçoit, alors moi je prends, j'espère que ce sera suivi d'actes, mais on a un peu l'impression que le but est de continuer à gagner du temps et à acheter même du temps. Et peut-être aussi à glaner des voix dans les différents bords. François Bayrou a parlé, je cite, d'un sentiment de submersion migratoire tout en vantant l'immigration de travail. De quoi rappeler l'expression « en même temps ». C'est même plus du « en même temps », c'est du « il y en a pour personne ». On ne peut pas, sauf à s'en tenir qu'à la communication, avoir dans le même gouvernement Bruno Retailleau et M. Lombard. C'est pas possible, c'est trop peu antagoniste sur les sujets qui traversent notre société. Moi, je note sur le sentiment de submersion, c'est qu'on continue à prendre pour les Français pour des sots et des ignorants. Il n'y a pas de sentiment de submersion. Il y a une submersion. C'est comme l'insécurité. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Il y a de l'insécurité. Les deux notions, en fait, ne font qu'une et se recoupent tout à fait. Sans vraiment inspirer confiance à la droite de l'hémicycle, François Bayrou est parvenu avec ses termes à chauffer à blanc l'extrême gauche. Dans le même temps, les socialistes brandissent toujours l'arme de la motion de censure en considérant ne pas être écoutés sur le texte budgétaire. Nous nous opposons avec force à ce gouvernement de droite. Nous voulons utiliser le poids que nous avons à l'Assemblée nationale pour arracher des concessions au gouvernement. Nous continuons à exiger un certain nombre de choses, à être d'une vigilance certaine. Et à ce stade, si ça ne bouge pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de bloquer l'adoption du budget en censurant le gouvernement de Bayrou. La balle est dans le camp gouvernemental. Cerné de toutes parts, le gouvernement devrait vraisemblablement recourir au 49.3 pour faire passer le budget. Mais la longévité de François Bayrou à Matignon ne tient qu'à un fil. C'est un gouvernement dirigé par M. Bayrou, donc 0% présidentiel, soutenu par les LR 4% présidentiel et des fois, alternativement, par les socialistes 2% présidentiel. Donc c'est un gouvernement de façon qu'il n'a pas de légitimité politique. Donc ces jours sont forcément comptés et tôt ou tard, le grand écart n'y suffira plus. On est toujours dans le constat avec M. Bayrou et dans l'inaction publique. Il nous dit, il y a une surbureaucratie, 1200 agences de l'État, il faut en supprimer. Il ne vous dira jamais lesquelles et quand. Lesquelles faut-elle supprimer et quand? Voilà, on est dans le constat et dans l'inaction publique. Donc effectivement, pendant ce temps, la France recule. Le Louvre dans la tourmente. Le musée le plus fréquenté au monde est victime d'avaries et sa directrice a récemment tiré la sonnette d'alarme. Élément d'explication d'Olivier Frère-Jacques. Une note confidentielle, pas vraiment confidentielle, et une affaire qui s'emballe. La directrice du musée du Louvre, Laurence Descartes, a développé dans un document que s'est procuré le journal Le Parisien l'état de délabrement du musée du Louvre à Paris. Celui-ci aurait atteint un niveau d'obsolescence inquiétant et des variations de température mettraient en danger la conservation des œuvres. Le document est donc inquiétant pour les œuvres d'art et décrit les bâtiments du musée comme étant trop sollicités. Il faut dire que le musée du Louvre a été visité en 2023 par 8,7 millions de personnes. En 2024, ils sont 8,3 millions à s'y être rendus. Certains aspects précis sont décrits dans le document comme l'inconfort des visiteurs résultant du manque d'espace pour se reposer, mais aussi la faiblesse des installations sanitaires et une offre de restauration insuffisante. Par ailleurs, la signalétique doit, selon la note, être entièrement repensée. Autre point noir, la pyramide, inaugurée en 1988, qui constitue l'entrée du musée, est considérée comme peu accueillante lors des périodes de chaleur, mais aussi pour l'acoustique qui en résulte dans l'entrée du musée. La note propose ainsi l'ouverture d'une seconde entrée pour désengorger l'entrée principale sous la pyramide. Laurence Descartes préconise par ailleurs de réévaluer la présentation de la Joconde dans la salle des États. Le mythique tableau pourrait ainsi être déplacé dans une salle dédiée pour améliorer les conditions d'exposition et le confort des visiteurs. Le ministre de la Culture, Rachida Dati, envisage de son côté une augmentation des tarifs pour les visiteurs étrangers. Il faut faire aussi des propositions, il faut être innovant. Notamment cette politique tarifaire, elle permettra de financer ce nouveau projet muséal.
Une mesure qui permettrait de ne pas réduire le pouvoir d'achat culturel des Français qui payent déjà le soutien au monde de la culture via leurs impôts et qui pourrait permettre un réaménagement du musée. Certains pointent néanmoins du doigt les dépenses à géométrie variable de l'État selon qu'il s'agisse de la culture ou de lubies plus contestables. Ainsi, le journaliste de Valeurs Actuelles Amaury Brelet rappelait le 26 janvier sur le plateau de CNews les dépenses somptuaires de l'État pour l'assainissement très controversé de la Seine. Un an, je rappelle qu'on a dépensé 1,4 milliard d'euros jetés dans la Seine pour tenter de la rendre baignable, la Seine qui coule justement le long du Louvre, alors qu'il faut moins d'1 milliard pour sauver le plus grand musée du monde. Des choix, il faudra en faire pour assurer la pérennité du Louvre et la sécurisation de ses œuvres. Il s'agira d'user d'un juste équilibre entre pragmatisme économique, préservation et vie des beaux-arts, mais aussi accessibilité aux visiteurs. Et comme un peu de lumière médiatique éclaire le musée du Louvre, avec cette actualité, il aurait été étonnant de ne pas voir Emmanuel Macron pointer le bout de son nez. Après le recalage de son SNU, l'héritage manqué de ses Jeux Olympiques et enfin la réforme des retraites qui risque d'être détricotée, le président aimerait bien laisser une trace. Il devrait pérorer encore pas mal sur Notre-Dame, reconstruite pourtant par des artisans et financée essentiellement par le privé. Il devrait maintenant tenter de jouer le rôle du sauveur de musée. Le chef de l'État se rendait ainsi au Louvre en grande pompe en fin d'après-midi mardi. L'occasion de voir un peu, mais surtout d'être vu. Et l'on passe à présent au Tour de France, en bref, aux côtés de Mathilde Davenia. Encore des adolescents criminels. Lundi, 2 mineurs de 16 et 17 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans l'enquête sur la mort d'Elias, un adolescent de 14 ans. Le meurtre s'est produit dans le 14e arrondissement de Paris. La victime a tenté de résister alors qu'on lui volait son téléphone portable. Il a reçu un coup de couteau et a succombé à ses blessures le lendemain. Dans la foulée, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, respectivement ministres de la Justice et de l'Intérieur, se sont exprimés. Il faut changer les choses. Il faut la comparution immédiate pour les crimes les plus graves, c'est pas dans notre droit. Ça n'est plus dans notre droit, ça l'était jusqu'en 2021. Et quand la sanction tombe, elle est très lourde, mais elle ne sert plus à rien. Et tout le dégât, et on a des morts, et on a des blessés, etc. Donc il faut réagir et on le peut. De la détermination, des moyens, des réformes, le discours habituel. Mais ce qui aurait dû alarmer les deux ministres est que les deux criminels étaient déjà connus de la justice. En décembre 2023, l'un d'eux avait fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire pour des faits de vol et extorsion. Ensuite, en octobre 2024, ils ont tous les deux comparu pour vol commis avec violence. Ils avaient d'ailleurs l'interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre. La biscuiterie La Mère Poulard face aux conséquences de la mondialisation. L'entreprise bretonne friande de beurre achète depuis plusieurs mois un beurre normand qui transite par les Pays-Bas. En effet, aucun producteur local ne veut s'engager avec elle sur la durée, forçant La Mère Poulard à faire appel à des courtiers néerlandais. Le marché international du beurre est sous tension et la France n'en produit pas assez pour sa propre consommation. Selon Sébastien Potrel, directeur général de l'entreprise, les Bataves profitent de la situation pour spéculer sur les prix. Celui du beurre industriel a bondi de 80% l'an dernier. Une situation ubuesque qui met l'entreprise en difficulté financière et renforce son bilan carbone, bilan qu'elle s'efforce pourtant de diminuer. Le Coca-Cola serait-il empoisonné ? L'antenne européenne de la marque rappelle des canettes et bouteilles de plusieurs sodas en raison d'une dose trop élevée de chlorate, potentiellement nocive pour la santé. Sont concernés Coca-Cola, Sprite, Fusti, Fanta, Minute Maid ou Tropico. Le rappel se limite au lot de produits 328 GE à 338 GE inclus. Ces lots sont en circulation depuis novembre dernier. Les consommateurs sont appelés à ramener les produits concernés au point de vente afin d'être remboursés. Selon l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'exposition à long terme au chlorate dans les aliments, surtout dans l'eau potable, constitue un problème potentiel pour la santé des enfants, en particulier pour les enfants qui présentent une carence légère ou modérée en iode. La France a la meilleure cuisine du monde. Lundi, c'est un Auvergnat Paul Marcon, âgé de 28 ans, qui a remporté le Bocuse d'Or. C'est la 9e fois qu'un Français gagne ce concours mondial de la gastronomie, créé en 1987. Pour cette édition, les candidats de 24 pays différents avaient 4h40 pour servir à l'assiette un mets sublimant le céleri, le maigre et le homard. Puis, ils avaient 5h30 pour réaliser un plateau composé d'un plat et de 3 garnitures autour du chevreuil, du foie gras et du thé. Paul Marcon marche sur les traces de son père, Régis Marcon, chef 3 étoiles qui avait remporté le concours il y a 30 ans. Vers l'interdiction du gaz hilarant.
Ce mardi, une proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux professionnels de la santé et aux restaurateurs était examinée devant l'Assemblée nationale. Cette législation, déposée par le député LFI Idir Bomerti en novembre 2024, répond à une inquiétude croissante face à l'usage détourné de cette substance connue sous le nom de gaz hilarant par les jeunes à des fins récréatives. Les autorités sanitaires alertent sur les risques graves pour la santé tels que l'asphyxie, les troubles neurologiques et psychiques. En parallèle, la mairie de Paris a interdit jusqu'au 24 mars 2025 la consommation et la possession de protoxyde d'azote par les mineurs sur la voie publique. L'Observatoire français des drogues indique que cette substance est l'une des plus consommées chez les jeunes après le cannabis et le poppers. Et l'on poursuit avec un rapide tour de l'actualité internationale. Un partisan de Donald Trump abattu par un policier. Lundi, la police de l'Indiana a affirmé que Matthew Huttle, 42 ans, a été abattu par un agent du bureau du shérif du comté de Jasper, en Indiana. Celui-ci aurait refusé d'obtempérer lors de son arrestation dimanche. L'homme venait d'être libéré de prison après la grâce prononcée par Donald Trump pour les condamnés impliqués dans l'affaire du prétendu assaut au Capitole le 6 janvier 2021. Plus d'1 millier de personnes avaient été en effet envoyées en prison, faisant les frais d'une justice démocrate qui avait menti sur les événements. Pour rappel, la seule mort à déplorer de l'affaire concerne une femme ancien militaire qui avait servi en Irak, abattue par la police. Des centaines de milliers de Palestiniens regagnent le nord de Gaza. Une véritable colonne humaine de Gazaouis rentrant chez eux ou dans ce qu'il reste de leurs habitations a pu être captée par les caméras du monde entier. Le Hamas évalue à 300 000 le nombre de déplacés qui seraient en train de rentrer chez eux. Des cortèges de soldats du Hamas acclamés par la foule ont témoigné du soutien d'une partie de la population pour cette organisation, pourtant affaiblie par des mois de guerre. Du côté du Liban, autre conflit qui occupe Tel Aviv, l'armée israélienne devait se retirer dimanche, mais finalement, la Maison-Blanche a annoncé lundi que Tsahal pourrait rester sur place jusqu'au 18 février. Les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo, aux abords de la ville de Goma. 4 soldats sud-africains ont trouvé la mort dans des échanges de tirs, donnant une résonance toujours plus continentale à ce conflit, impliquant les rebelles congolais du M23, alliés à des militaires rwandais contre une vaste coalition de pays africains. 9 soldats sud-africains avaient déjà trouvé la mort la semaine dernière. Les troupes rebelles et rwandaises ont déjà investi plusieurs quartiers de la ville de Goma. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, dédié à ce conflit, aura lieu mercredi et devrait rassembler le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi. Et on approche de la fin de cette édition, vous pouvez dès à présent découvrir un nouveau numéro de Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Laurent Michelon, entrepreneur en Chine, pour évoquer les capacités militaires de Pékin. Je pense que c'est une tentative de proposer une alternative. On sait que la Chine est très impliquée dans la procédure de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, que ça n'avance pas par tous les blocages que lui impose l'Occident. Quand la Chine demande à une plus grande équité dans la représentativité du Sud global au Conseil de sécurité des Nations Unies, on lui propose l'Allemagne, le Japon ou la Corée en permanence, qui ne sont pas des États du Sud global. Donc la Chine se rend compte qu'elle n'arrive pas à rendre le système global plus égalitaire, parce qu'il faut bien savoir que le système, toutes les institutions de Bretton Woods ont été développées par l'Occident, pour le bénéfice de l'Occident. Ça serait naïf de penser que ça a été développé pour le bien de l'humanité. Donc la Chine se rend compte que ce système n'est pas réformable, et donc avec la Russie, avec d'autres pays du Sud global, elle développe des alternatives. Également au programme, le Zoom du jour. Éric Desmond, agrégé de droit public, présente Jaune, son roman sur une France périphérique déclassée par un système de prédation. Et puis sur la chaîne YouTube format court de TVL, Claude Cholet de l'Observatoire des journalistes fait le portrait piquant d'Hervé Gattegno. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.